Nous avons le plaisir d'accueillir pour cette deuxième conférence Valentina Celi, maître de conférence à l'ESP d'Aquitaine, Sylvia Couta et Céline Vendera Maréchal, toutes deux chargées d'enseignement en didactique des mathématiques à l'Université de Genève. Contrairement aux artefacts évoqués hier par Fabien Emprunt dans sa conférence, les artefacts dont il va être question aujourd'hui ne nécessitent pas de technologie avancée. Ils sont tout à fait ordinaires, familiers aux élèves et présents dans les classes. Ce sont des gabarits, des pochoirs, des jeux d'encastrement, des dominos, des formes que l'on peut trouver dans les coins jeux, sur les tables, dans les armoires des classes de maternelle. La question qui se pose donc n'est pas de savoir si leur usage pourrait présenter une éventuelle plus-value ou pas, ou s'il convient de les introduire en classe, puisqu'ils y sont déjà. Tout l'enjeu réside dans la perception par l'enseignant de leur potentiel. En effet, comment déceler sous ces objets du quotidien, de la vie de la classe, des instruments susceptibles d'amener les élèves à résoudre les premiers problèmes de géométrie? Comment, pour un enseignant, penser le passage d'action à réaliser sur ces artefacts à l'émergence de concepts géométriques? Cette question cruciale, qui dépasse largement l'enseignement de la géométrie à l'école maternelle, est au cœur des préoccupations de nos trois conférencières. Prenant appui sur de nombreuses expérimentations réalisées dans des classes de maternelle, Sylvia Couta et Céline Vendera Maréchal vont nous présenter les résultats issus de leurs travaux de recherche, auxquels Valentina Celi apportera un certain éclairage épistémologique. Je vous passe la parole. Merci. Merci Christine, merci au comité scientifique de ce colloque qui nous a offert cette belle occasion d'une conférence à trois voix. Et comme Christine le disait, en deux parties. La première partie apportera quelques éclairages épistémologiques. Dans la deuxième partie, mes collègues Céline et Sylvia présenteront quelques résultats d'une recherche passionnante sur les formes maternelles. Dans un écrit de 1935, Vygotsky affirme que tout apprentissage suppose une période de développement embryonnaire, de préparation à l'apprentissage. En nous posant la question « Travailler avec des formes maternelles primez pas vers des connaissances en géométrie et vers des connaissances géométriques », nous essayons de comprendre comment le travail avec les formes peut effectivement correspondre à cette période de préparation aux apprentissages géométriques. Pour commencer, je tiens à préciser la signification attribuée à quelques termes qui sont déjà présents dans le titre. En parlant de formes géométriques, nous pensons à l'objet matériel de l'espace, qui peut être un carton ou un plastique, dont on néglige l'épaisseur et qu'on peut manipuler. Cet objet ou sa forme évidée, utilisée comme gabarit ou pochoir, permet de tracer son contour et donc dessiner une figure matérielle simple. En parlant de connaissances géométriques, nous pensons à ceux que Berthelot et Salin distinguent des connaissances spatiales, bien qu'elles s'articulent, et donc ces connaissances qui permettent de résoudre des problèmes portant sur des objets dans l'espace physique ou dans l'espace graphique. Et enfin, travailler avec des formes, nous pensons notamment à l'activité de l'élève, au sens de Aline Robert, donc à ce qu'il pense, à ce qu'il fait et ce qu'il dit. En entrant dans des classes de maternelle, comme Christine aussi l'a rappelé, nous trouvons de très nombreux artefacts qui, couplés à l'activité de l'élève, à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, deviennent ou pourraient devenir ces instruments qui l'accompagnent vers ses premiers apprentissages géométriques. Jeux d'encastrement de formes, lots de formes isolées, assemblage de formes tels que les puzzles, gabarits, pochoirs, et crayons aussi, et autant d'autres. Alors, prenons l'exemple d'un assemblage de formes et d'un enseignant qui propose à ses élèves de reproduire un modèle à l'aide de cette pièce du tangramme, dans le cas où, notamment, ce modèle est à une autre échelle que l'assemblage a réalisé.
Pour résoudre ce problème de reproduction, il ne suffit pas de reconnaître la nature des pièces et leur taille globale, mais il faut aussi s'intéresser à l'alignement éventuel de segments, au placement d'un côté par rapport à un autre. Finalement, il faut s'intéresser au bord des pièces, comparer ces bords pour reconnaître et produire des égalités et des inégalités de longueur. Alors, à l'école maternelle, un artefact devient ou pourrait devenir un instrument au service des apprentissages géométriques si l'enseignant est ou était conscient de son potentiel sémiotique, à savoir qu'il est crucial d'identifier la relation qui existe entre l'utilisation d'un artefact et les connaissances mathématiques sous-jacentes à son utilisation. Avoir conscience du potentiel sémiotique d'un artefact est alors une condition nécessaire pour que l'enseignant puisse faire évoluer les significations personnelles de l'élève vers des significations mathématiques. Et dans le cas du problème de reproduction à l'aide du tangramme, il est alors important que l'enseignant soit conscient qu'un changement de regard s'opère sur les pièces de ce puzzle. On va de la forme vers leur bord. Je reviendrai plus loin sur ce point. En 1882, l'arrêté réglant l'organisation pédagogique des écoles maternelles publiques, dans cet arrêté, on prescrit l'étude des formes par le jeu et une première éducation des sens par des petits exercices, par exemple faire distinguer et comparer des formes. Les formes géométriques sont aussi présentes depuis longtemps dans le discours de quelques spécialistes, tels que des pédagogues, des didacticiens, des mathématiciens, qui se sont intéressés à l'éducation des enfants en âge préscolaire. Déjà au début du XXe siècle, en s'inspirant de travaux de Itard, médecin français, de Froebel, pédagogue allemand, et de Séguin, pédagogue français, Maria Montessori met au point des artefacts utiles pour ce qu'elle aussi appelle l'éducation des sens. À propos d'un travail de reconnaissance des formes, elle fait construire pour les enfants des emboîtements géométriques, car selon elle, l'association des sensations tactilo-musculaires à la sensation visuelle favorise la reconnaissance de formes. Ici, des images de nos jours d'élèves en activité avec un emboîtement de formes. Les photographies au centre montrent l'utilisation qu'une petite fille fait de cet artefact et nous suggèrent diverses réflexions. Par la nature même de cet artefact, la forme ne peut entrer que dans son cadre correspondant. L'enfant se trompe, elle change et semble procéder par tâtonnement. Montessori parlait d'autocorrection, on parle aujourd'hui de rétroaction. L'artefact contrôle chaque erreur et l'action de se corriger, dit Montessori, de se corriger soi-même, concentre l'attention de l'enfant sur les différences et donc sur la comparaison entre les formes en jeu. Cela nous renvoie alors aussi à identifier quelques éléments du potentiel sémiotique de l'artefact. L'enfant manipule chaque forme en cherchant de l'ajuster dans l'espace évidé correspondant et chaque forme s'ajuste selon des conditions différentes. De son côté, l'enseignant associe à cette utilisation la distinction des formes selon la nature du bord, courbe ou droit, par exemple, la reconnaissance d'une forme indépendamment de sa taille ou de son orientation, mais aussi la présence ou non d'axes de symétrie pour chaque forme. Et toutes ces significations peuvent aider l'enseignant pour conduire l'élève à catégoriser, caractériser des formes.
Observons un instant un extrait de manuel où on demande à l'élève de barrer l'intrus dans chaque série. Et notamment dans les dernières lignes, on y reconnaît des figures géométriques. Alors ici, ce n'est qu'en mobilisant la perception visuelle que l'élève est sollicité à reconnaître ces intrus. Parmi les idées que Maria Montessori a expérimentées et exposées dès le début du XXe siècle, certaines sont aujourd'hui confortées par des travaux en sciences cognitives. En partant du constat qu'une grande partie des apprentissages scolaires fondamentaux mobilisent seulement la modalité sensorielle visive des jeunes enfants, comme ça serait dans cet exemple, Jean Taz et ses collègues montrent que dans une activité destinée à préparer les apprentissages géométriques, la modalité haptique manuelle, donc le sens tactilo-musculaire de Montessori, permet aux enfants de mieux représenter les figures planes élémentaires. Alors ils disent: l'introduction de la modalité haptique dans les exercices de reconnaissance de formes, de figures, ils disent, et d'utilisation du vocabulaire approprié aiderait les enfants à mieux se représenter les figures planes élémentaires grâce à son traitement analytique et ou à son double codage. Et puis ils ajoutent: percevoir manuellement une figure implique un traitement plus analytique de l'information, contrairement à la modalité visuelle impliquant un traitement plus global. Je reviendrai sur cette distinction, mais regardons maintenant des images d'élèves en activité lorsque leur enseignante leur propose de reconnaître, nommer et désigner, nommer des formes. Désolée, mais cette vidéo ne sera pas visible à distance, cela pour des raisons de droit à l'image. Qu'il a pris un rectangle. Tu es d'accord? C'est bien un rectangle? C'est un rectangle? Tu es d'accord? Mais moi je comprends pas. Ça aussi c'est un rectangle? Hein? Ce sont les mêmes? Pourquoi c'est un rectangle et ça aussi? Parce que y a les différents. Qu'est-ce qui est différent? Les rectangles. Qu'est-ce qui est différent? Pourquoi? Les rectangles. Ce sont les mêmes, ceux-là? Oui. Alors, si on se met du côté de l'élève à la question de l'enseignante, il va toucher spontanément le contour de la forme. Il affine la perception de la forme, mais il ne sait pas verbaliser ce qu'il perçoit par le toucher. Le traitement analytique fait par ces gestes ne trouve pas de correspondant dans ce qu'il dit. Si on se met du côté de l'enseignante, elle semble avoir conscience du potentiel sémiotique de l'artefact qui est dans les mains de l'élève, donc de l'instrument à ce moment-là, en ayant fait preuve de la reconnaissance d'une forme, indépendamment de sa taille, elle voudrait conduire l'élève à décrire la catégorie des rectangles. Je reviendrai plus loin sur cette image. Dans leurs travaux, Jean Taz et ses collègues montrent que le triangle est la figure la moins bien connue par des enfants entre 4 et 6 ans, car les exemplaires non semblables d'une même figure ne sont pas reconnus de façon équivalente, et les triangles possèdent beaucoup de ces exemplaires, comme il y en a déjà un certain nombre dans cette image que vous pouvez voir. Alors, ce résultat nous aide à réfuter une croyance partagée par un certain nombre d'enseignants, à savoir que les enfants de petite section ne peuvent pas reconnaître le carré ou le rectangle, car ils ne savent pas compter jusqu'à 4, et qu'il vaut mieux commencer le travail de reconnaissance de forme par le disque et le triangle. Mais cette croyance en cache une autre, voire plusieurs.
Ces enseignants croient que l'étude des formes en maternelle doit commencer par l'analyse de leurs caractéristiques. On peut identifier certains de ces éléments dans cet extrait d'une fiche de préparation d'une jeune enseignante. Il croit qu'elle doit commencer par l'analyse de leurs caractéristiques et éventuellement en introduisant assez rapidement des termes savants comme sommet et côté. On peut lire là, veiller lors de la description à introduire les termes côté sommet. De surcroît, cette analyse se fait souvent en prenant que des formes usuelles, rond, triangle, carré, et éventuellement en les traitant séparément les unes des autres. Et pourtant, une autre approche émerge et fait consensus dans les discours de spécialistes, à savoir que la première perception d'une forme est globale. Montessori écarte tout à fait l'entrée par les caractéristiques d'une forme, et cela pouvant se déduire notamment d'après un extrait qui fait écho aux croyances partagées auxquelles je viens de faire allusion. Et donc elle dit précisément: on pourrait avoir l'idée de la forme carrée sans savoir compter jusqu'à 4 et par conséquent sans considérer le nombre de côtés et des angles. Les côtés et les angles ne sont que des abstractions qui n'existent pas par elles-mêmes. Et donc elle dit: ce qui existe, c'est ce morceau de bois d'une forme déterminée. Quand elle dit ça, elle pense à ces formes qui sont dans les mains des enfants quand ils travaillent avec des emboîtements de formes. Quant à Vanille, d'après lui, l'enseignant et l'élève pensent chacun sur un niveau différent, ce qui le conduira dans son travail avec son épouse à identifier 5 niveaux de conceptualisation de la pensée géométrique. Au niveau de base, l'élève reconnaît les formes à leur aspect global et il les classe de façon exclusive les unes par rapport aux autres. Donc il dit notamment, au niveau de base de la géométrie, les figures sont jugées d'après leur apparence. Un enfant reconnaît un rectangle à sa forme et un rectangle lui semble différent d'un carré. Rouch, quant à lui, il est convaincu que les concepts sont susceptibles d'être acquis à des niveaux différents de sophistication. Et il distingue 3 niveaux: les préconcepts, les objets mentaux et les concepts formels. Au niveau des préconcepts qu'il attribue à des jeunes enfants, on reconnaît les formes à travers une perception globale. Alors, en s'appuyant sur l'exemple du rectangle, lui aussi, il précise: on reconnaît les rectangles à travers une perception globale. Quelqu'un qui se trouve à ce stade de développement mental, les préconcepts, manie donc familièrement le rectangle et éventuellement le nomme, mais il n'est guère capable d'en parler, d'expliquer certains de ses caractères. Et c'est le cas de l'enfant que nous venons de voir. Il sait reconnaître et nommer le rectangle, mais il ne parvient pas à le caractériser. Alors, lorsque cet enfant saura nommer le rectangle, mais aussi il pourra parler de ses caractéristiques, il sera, selon Rouch, au niveau des objets mentaux. À la fin des années 50, Vanille avait mis en évidence que le professeur et l'élève ne parlent pas le même langage, ils parlent un langage différent, et comme je l'ai dit déjà, ils pensent chacun sur un niveau différent. En 1994, le décalage constaté entre ce que montre une figure au regard de l'élève et ce qu'elle montre au regard de l'enseignant conduit Duval à préciser qu'il y a plusieurs manières de regarder une figure géométrique, dont la plus immédiate est l'appréhension perceptive, appréhension qui est toutefois d'après Duval, trop globale. Lorsque l'élève cherche un rectangle dans un lot de formes, il doit apprendre à le reconnaître indépendamment de la position sur la table et de sa taille. Il appréhende de manière perceptive, mais aussi, selon Duval, de manière opératoire, la différence de taille et d'orientation. Et tout cela par la vue. Mais ce n'est pas tout, car lorsque l'élève tente de caractériser le rectangle par le toucher, les perceptions visuelles et haptiques s'articulent.
une appréhension séquentielle s'ajoute. Alors, comme le précisent Fernandez et Venter, perception tactile et perception visuelle se distinguent dans le traitement de différentes propriétés d'un objet. En effet, dans la vision, toutes les propriétés sont perçues quasi simultanément, ce qui n'est pas le cas dans la modalité haptique, en raison d'un mode d'exploration et des incompatibilités motrices rendant la perception très séquentielle. C'est ainsi que l'enfant modifie, par cette perception séquentielle, la connaissance qu'il a de l'objet, par un traitement plus analytique des informations de la figure, et cela à travers la prise en compte de son contour. Faisons maintenant le point sur des artefacts qui sont à disposition d'un élève de maternelle, et cela en nous inspirant du programme de Montessori qui débute avec les emboîtements géométriques. Je n'oublie pas toutefois que l'enfant a déjà joué avec des emboîtements de formes, figuratives ou non. Je n'oublie pas non plus que cette entrée par les emboîtements n'est pas la seule possible. Et en plus, les variables didactiques à prendre en compte sont nombreuses. Je ne peux donc, en si peu de temps, passer en revue toutes les déclinaisons possibles de problèmes que l'usage de ces artefacts suggère. Céline et Sylvia en donneront davantage d'exemples. Avec la manipulation de jeux d'emboîtement géométrique, les modalités visuelles et haptiques s'articulent, permettant ainsi d'apprendre les formes de façon globale et opératoire si l'artefact prend en compte l'orientation et la taille des formes. Mais ils permettent aussi une appréhension séquentielle en commençant à percevoir une fragmentation des bords dans les cas où les formes sont polygonales ou mixtes. Puisque chaque forme ne s'ajuste que dans son cadre correspondant et que les formes n'ont pas le même nombre de façons de s'ajuster à leur cadre, l'activité de l'élève le conduit à une comparaison constante entre les formes et puis aux premières caractérisations par contraste et par analogie. Ces jeux d'emboîtement sont constitués de formes et de leur espace évidé. Récupérons pour l'instant seulement les formes, et alors l'élève pourra travailler avec un lot de formes. L'activité avec ces artefacts, par des modalités visuelles ou haptiques, va renforcer l'articulation entre les différentes appréhensions. Et à nouveau, plusieurs compétences entrent en jeu. Reconnaître, comparer les formes dans le but de les caractériser, de les catégoriser par contraste et par analogie. Le travail sur le lexique prend tout son sens lors d'exercices où l'élève sera encouragé à désigner, nommer, décrire des formes. Encore ici, Céline et Sylvia traiteront davantage cet aspect langagier. En récupérant toujours que les formes des jeux d'emboîtement, on peut envisager un travail d'assemblage avec ces formes. Libre ou pour reproduire des modèles par juxtaposition ou par superposition, cette activité aide l'élève encore à apprendre de façon opératoire, mais aussi séquentielle, et le conduit à des observations plus analytiques des formes et de leurs bords. De même ici, un travail sur le lexique demeure essentiel. Alors, emboîtement de formes, lot de formes, assemblage de formes, mais ce n'est pas tout. Puisque si on prend à la fois les formes et les espaces évidés, en ajoutant aussi une feuille et un crayon, on obtiendra deux autres artefacts, le pochoir et le gabarit. Alors on passe d'artefacts permettant des manipulations matérielles vers des artefacts permettant des traçages graphiques.
ce qui va constituer un saut cognitif important. On contrôle davantage la nature de la forme et le passage d'une vision surface à une vision contour de la forme s'accentue, car outre le geste, on produit une figure matérielle en dessin sur la feuille. Par une appréhension séquentielle de la forme, la fragmentation du contour s'accentue aussi, et lorsque l'on trace plusieurs fois le contour d'un gabarit en modifiant la position, ou lorsqu'on vérifie avec un même gabarit que différents tracés conviennent à une même forme, l'élève travaille sur la reconnaissance d'une forme et de son dessin indépendamment de sa position. Par ce travail sur les formes, l'élève de maternelle affine son regard et ses gestes. Il emboîte les formes, il les touche, il les assemble, il trace leurs contours. Il commence à les déconstruire en affinant ainsi sa pensée. Il entre dans un processus cognitif fondamental pour les savoirs géométriques qui suivront. Un dernier point, mais pas le moins important, une réflexion sur le langage pour préparer l'élève à des apprentissages géométriques. Mes collègues, comme je l'ai déjà dit, approfondiront cet aspect. Que le langage de l'école maternelle soit essentiel pour le développement de l'enfant et pour ses apprentissages n'est pas à remettre en cause. Les programmes actuels, en liaison avec les formes géométriques, précise que le langage doit permettre de décrire objets et actions en favorisant les premières caractéristiques descriptives. Donc décrire et non définir, mais quel lexique géométrique aborder à l'école maternelle? Alors, une très courte vidéo. Cet enfant vient de travailler avec des formes cachées dans des gants. Donc il doit dire le nom avant de sortir la forme. Et à l'issue de cette activité, l'enseignante lui demande « Mais alors, d'après quoi tu reconnais un carré? C'est quoi un carré ?» C'est un carré parce que je fais le tour avec ma mère, alors je dis que c'est un carré. Mais... Donc c'est un carré parce que je fais le tour avec ma main, alors, et donc on voit qu'il fait ce geste, alors je dis que c'est un carré. Cet enfant se trouve bien au niveau des préconcepts au sens de Rouche, niveau où, comme il dit Rouche, si à propos d'un objet rectangulaire particulier, on lui demande c'est quoi, il va nous répondre c'est pour. Si on lui demande c'est comment, souvent il mime le rectangle, comme dans ce cas, avec les mains, ou dessine un rectangle. Mais alors comment aider cet élève à franchir ce niveau ? Lorsqu'un enseignant pense qu'il est judicieux de commencer par le triangle, ou lorsqu'il prévoit d'introduire assez vite des termes comme côté et sommet, il est évident qu'il est influencé par un regard trop savant sur les thèmes en question. Le passage des significations personnelles de l'élève vers des significations mathématiques se construit progressivement, le langage qui l'accompagne aussi. Alors, il est souhaitable d'adopter un principe de progressivité. En partant d'un lexique qui correspond à l'univers de l'école pour aller vers des champs lexicaux représentant le monde moins familier et puis vers les éléments plus abstraits. En d'autres termes, emprunté à Barthes, n'est pas exiger certains termes avant que l'enfant ne sache ce qu'ils représentent. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas exiger la dénomination correcte à un moment donné, mais il y a un niveau d'acquisition qui précède l'abstraction et qu'il faut le respecter. Donc, j'arrive à ma petite synthèse. Et alors là, j'aime bien évoquer des mots de Jean-François Grelier, qui, avec la franchise qu'il a toujours distinguée, a écrit « Le matériel mettant en jeu des compétences géométriques ne manque pas.
les armoires en sont pleines. Le problème est que ce matériel, quand il est utilisé, l'est en sensibilisation, comme une action d'éveil, ou pire, pour occuper les élèves, et que les concepts mathématiques restent la plupart du temps implicites. C'est sans détour, mais il reprend bien le point de départ de mon intervention. C'est alors dans la perspective d'accompagner l'élève vers des connaissances géométriques qu'il me semble important et essentiel de mettre à sa disposition une grande variété de formes, car c'est à partir de contrastes que les représentations mentales s'affinent peu à peu, d'avoir conscience du potentiel sémiotique des artefacts que l'on met dans les mains de l'élève, de l'aider à aiguiser son regard, ses gestes, sa pensée à travers des problèmes variés où diverses modalités et diverses appréhensions s'articulent ou s'alternent, et n'est pas oublier que l'introduction d'un lexique approprié, non nécessairement mathématique, doit se faire progressivement. Ce point suggère à la fois des perspectives pour l'enseignement, pour la formation et la recherche, mais il est temps maintenant de laisser la parole à mes collègues. Bien, bonjour à tous. Bonjour à tous et merci à Valentina pour cette première partie de conférence sur laquelle nous allons nous appuyer pour vous présenter un exemple d'une recherche que nous menons avec Sylvia Coutat depuis 2015 autour de la reconnaissance de formes géométriques à la maternelle. Donc, depuis 2015, nous intervenons à la CopIRLM dans divers ateliers pour présenter cette recherche. Et depuis 2015, nous avons pour habitude de distribuer du chocolat lors de nos ateliers. Donc on a décidé que ce n'était pas le nombre de personnes à une conférence qui allait nous dissuader. Donc... Voilà. Donc nous allons débuter notre exposé de manière assez classique, c'est-à-dire en vous présentant l'origine de notre recherche, nos objectifs et puis les moyens que nous nous sommes donnés ou que nous nous donnons afin de les atteindre. Donc notre exposé sera constitué de deux parties ensuite. La première visant à justifier la création d'un artefact qu'on va vous présenter et dont nous avons ici un exemplaire dont nous allons discuter. Et la deuxième partie va présenter le cadre sur lequel nous nous appuyons et qui va nous permettre de vous montrer un certain nombre de vidéos de nos expérimentations en classe avec cet artefact dans des classes de maternelle. Nous pourrons ensuite conclure en mettant en évidence ce que notre recherche fait émerger de nouveau comme piste pour travailler la géométrie avec des élèves de la maternelle. Alors, tout d'abord, différents travaux pointent une rupture dans l'enseignement de la géométrie entre le collège et l'école primaire. De notre côté, notre objectif, ça va être d'intervenir dès la maternelle, donc le plus tôt possible au niveau de l'enseignement de la géométrie, pour essayer de réduire cette rupture pointée dans les travaux de didactique des mathématiques. Notre moyen, ça va donc être la création d'un artefact dont nous allons discuter, qui permet, selon nous, un changement de regard sur les figures. Nous allons donc nous appuyer sur différents propos que Valentina a évoqués durant la première partie de cet exposé. Donc, en ce qui concerne l'artefact que nous avons construit, nous nous appuyons donc sur les travaux présentés précédemment par Valentina et notamment les travaux d'Édouard Janta autour de l'haptique et des recherches qu'il a menées autour de l'utilisation de l'haptique dans la reconnaissance de formes. Il a notamment présenté une recherche lors d'une CopIRLM précédente où il nous a présenté les entraînements qu'il avait mis en place avec des élèves et les résultats qu'il avait obtenus.
Donc, dans cette recherche, Édouard Jeantat a mis en place des entraînements multisensoriels pour la reconnaissance de formes géométriques avec de jeunes élèves de 5-6 ans. Donc multisensoriel, puisqu'ils utilisaient conjointement deux sens, le sens visuel, c'est-à-dire que les formes elles étaient visibles, et le sens haptique, c'est-à-dire que les élèves pouvaient les percevoir aussi par le toucher, puisque les formes elles étaient en relief sur des disques. Donc un des résultats qui ont pu émerger de cette recherche qu'il nous a présentée était que les élèves qui avaient pu bénéficier de cet entraînement multisensoriel avaient développé de meilleures connaissances de reconnaissance de formes simples, donc c'était des carrés, des cercles, des ronds et des triangles. Et donc ces élèves avaient développé de meilleures connaissances que les élèves qui n'avaient pu bénéficier que de l'entraînement visuel, c'est-à-dire qui n'avaient pas eu la possibilité d'exploiter l'haptique au cours des entraînements. Donc ça rejoint aussi ce que nous a présenté Valentina sur les travaux de Montessori et le traitement analytique qu'implique l'exploration haptique des figures. Donc le matériel que nous avons construit, Céline vous l'a présenté, donc, est un matériel manipulable et qui tient dans la main pour que les élèves puissent du coup exploiter l'haptique, et il se compose d'une pièce pleine et d'une pièce évidée, et la pièce pleine va s'encastrer dans la pièce évidée correspondante. Donc on a défini grossièrement ce qui a motivé ce matériel manipulable. Ensuite, qu'est-ce qu'on va construire avec ce matériel manipulable? Cela, nous l'avons fait à partir de 3 expériences qu'on va vous partager et qui sont contraires à certaines croyances. Et ces observations-là ont été décisives dans les choix que nous avons construits par rapport à notre recherche. Donc le premier exemple qu'on va vous proposer, que l'on vous partage, concerne donc un élève de grande section de maternelle, 5-6 ans, et pour qui la tâche est de classer des formes géométriques simples, des ronds, des carrés et des triangles. Mais là, c'est un triangle. Oui, c'est un triangle. C'est un triangle. Je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est un triangle? C'est quoi un triangle? C'est pas un triangle. Ah, voilà, je ne sais pas. C'est un triangle. Oui, c'est un triangle? Ouais. Pourquoi? Mais celle-là qui est tordue. Ah, il y a un triangle tordu, c'est quand même un triangle. Comment on sait si c'est un triangle ou pas déjà? Comment Parce vous savez? que, en fait, si tu regardes comme ça, Ouais. alors là, c'est presque un triangle. Ah. Seulement que c'est coupé. Ah. Et du coup, ensuite- presque un triangle, ça compte comme triangle ou pas? Oui, mais il manque l'autre bout. Donc, dans cette tâche de classification, on avait un peu préparé cette tâche avec l'enseignante et on lui avait dit que peut-être elle pouvait ne pas mettre de triangle classique, c'est-à-dire ce qu'elle voulait proposer à l'élève comme triangle, c'était ces triangles-là. Et on a dit, peut-être, vous voyez, comme vous avez d'autres triangles dans votre collection, essayez un autre. Et effectivement, elle a mis un triangle rectangle. Et l'élève, du coup, ça le questionne parce que c'est pas un triangle avec lequel il a l'habitude de travailler. Donc cet élève-là, mais je pense qu'on aurait pu prendre n'importe quel élève de l'école maternelle, il y a beaucoup de chances qu'on ait la même réaction. Et la première chose qu'il fait, c'est que il nous fait regarde et il la met dans une configuration pour avoir un côté horizontal. Du coup, l'autre se retrouve forcément à la verticale. Donc on voit déjà qu'il a besoin de se mettre dans une orientation particulière pour essayer de reconnaître si c'est un triangle ou pas. Et à force de discuter avec lui, puisque moi je le questionne plutôt, comme disait Valentina, c'est comment est-ce qu'on peut savoir que c'est un triangle pour qu'il explicite et justifie sa position sur le nombre de côtés ou de sommets par exemple. Mais en fait, lui, c'est pas dans ce côté-là qu'il va, c'est vraiment plutôt sur la perception globale qu'il a du triangle, qui n'est pas celle qu'il connaît classiquement, puisqu'en fait, le triangle avec lequel il doit travailler, il le dit très bien, il en manque un bout. Et puis, ce qu'il cherche à faire, quand il fouille dans ces formes qu'il a, c'est de trouver l'autre bout de triangle qui va lui permettre d'avoir un vrai triangle tel que lui, il a l'habitude avec lequel il a l'habitude de travailler.
Donc on voit que le triangle du coup qu'on obtient en réunissant ces deux bouts de triangle, si on peut dire, c'est le triangle prototypique qu'on retrouve classiquement dans les classes. Et puis lorsqu'on va proposer à un élève un triangle qui se différencie trop de ce triangle prototypique, et l'élève il va être en difficulté et il va dire que pour lui c'est pas un triangle parce que ça ressemble pas à la représentation classique du triangle qu'il a. Donc là, il n'y a pas vraiment de nouveauté par rapport à cette observation-là que nous, on a vécue. Mais par contre, ça nous a vraiment fait réfléchir sur le fait que les formes qu'on allait devoir concevoir dans notre artefact, il fallait qu'elles se détachent des formes prototypiques avec lesquelles les élèves ont l'habitude de travailler. La deuxième expérience significative dans la création de notre artefact vient renforcer celui qu'on vient de mentionner et découle d'un certain nombre de tests que nous faisons passer dans le cadre de notre recherche avec des élèves de l'école primaire de 5 ans à 10 ans. Donc dans cet exemple-ci, nous nous intéressons à des élèves plus âgés qui sont entre la CE2 et CM1, soit des élèves entre 8 et 10 ans. Donc dans un des items du test, les élèves doivent entourer les triangles et barrer les autres formes. Ce qu'on va voir ici dans ce premier exemple, donc avec 10 élèves d'une classe de CM1, donc nous n'avons pas que 10 élèves dans les classes en Suisse, mais c'était un double degré. Les élèves, ici, un seul élève va entourer... Un seul élève va entourer les 4 triangles. Ensuite, 8 élèves vont entourer seulement 2 triangles, dont les 2 triangles qui sont prototypiques, soit le triangle isocèle. Et pour finir, un élève va entourer un seul triangle qui est celui prototypique posé en plus dans une orientation prototypique. Donc si on continue à regarder ces mêmes tests dans une autre classe, ce qu'on va voir, c'est qu'avec des élèves plus nombreux cette fois, si on regarde les résultats à cette même tâche, on va voir que la totalité de la classe va entourer le triangle prototypique, donc celui-ci n'a pas de peine à être identifié par ses élèves. Par contre, on va voir que seulement 7 sur 17 vont identifier le triangle rectangle de nouveau comme étant un triangle. On va aussi voir que les élèves vont reconnaître d'autres formes à tort comme étant des triangles. Maintenant, on peut aller regarder dans une classe de degré inférieur, c'est-à-dire en CE2, avec des élèves de 8-9 ans. On va avoir à peu près les mêmes constats, c'est-à-dire quasi la majorité des élèves qui reconnaissent le triangle dans sa position prototypique, et puis un peu moins du tiers qui reconnaît le triangle rectangle. Dans cette classe, il y a eu une particularité, c'est que les élèves avaient probablement dû travailler durant l'année sur le triangle rectangle. Donc on a eu pendant la passation du test différents élèves qui nous ont interrogés à savoir si le triangle rectangle était un triangle. Bien évidemment, nous ne leur avons pas répondu et ils ont pour la plupart décidé donc de ne pas considérer le triangle rectangle comme étant un triangle. Voilà. On constate aussi que d'autres formes sont reconnues comme étant des triangles à tort et que ces autres formes qui sont reconnues comme des triangles sont généralement des formes qui sont perceptivement proches du triangle prototypique, donc le triangle isocèle. Ainsi, le triangle n'est toujours pas reconnu, même en fin d'école primaire, par les élèves, ce qui nous amène à insister sur le fait qu'il est nécessaire, dans l'artefact qu'on va créer, de varier les formes présentées aux élèves, comme ça a été mentionné par Sylvia. La troisième expérience qui nous amène à la création de ce matériel s'est déroulée dans une classe de grande section avec des élèves de 5-6 ans. Nous leur avions proposé une grille assez classique pour travailler le jeu du qui est-ce. Ce qu'on a pu constater assez rapidement, c'est que les élèves avaient de la peine à sortir du nom des formes géométriques, c'est-à-dire poser des questions, est-ce que c'est un rond, est-ce que c'est un carré,
ou bien alors utilisaient la ressemblance des formes à un objet familier et disaient est-ce que c'est alors une maison, une flèche ou une couronne. Donc, en tout cas, ici, ce qu'on a pu remarquer, c'est que le fait de pouvoir nommer des formes, que ce soit avec leur nom géométrique ou une ressemblance à un objet familier, bloquait les élèves dans l'entrée par les caractéristiques. Alors que le jeu du qui est a quand même pour enjeu d'essayer d'identifier des caractéristiques communes afin de poser une question qui permette d'éliminer un maximum de formes à partir de caractéristiques qui leur sont communes. Alors, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? On a essayé de leur proposer une autre grille, qui est celle-ci, où ça suffisait plus, où les élèves ne pouvaient plus utiliser le nom des formes, puisque soit les formes étaient difficilement identifiables à un objet familier, soit le nom des formes, tel l'octogone, il me semble, ou l'hexagone, n'est pas connu par des élèves de cet âge-là. Ce qu'on a pu remarquer à ce moment-là, c'est que soit les élèves étaient contraints d'entrer par les caractéristiques des formes, soit ils étaient bloqués et n'arrivaient pas à jouer. Quoi qu'il en soit, en termes de résultats par rapport à cette expérience-là, on a intégré l'idée qu'il était nécessaire, dans la création de notre artefact, d'utiliser des formes qui ne permettaient pas aux élèves de les nommer. Alors, ces différentes considérations ont donné lieu à la création, donc ici vous voyez en tout petit, d'un ensemble de 36 pièces avec lesquelles nous allons travailler avec les élèves, qui sont caractérisées par le fait qu'elles sont non prototypiques, et en principe non nommables. Alors, quand on dit en principe non nommable, c'est tout simplement parce que les élèves, pour la plupart du temps, arrivent toujours à identifier une forme à un objet qui leur est familier. Donc, dans cet ensemble de formes, on a bien sûr les sabliers ou des vases, il y a les Pac-Man, enfin, ils ont toujours beaucoup d'idées. Donc, on s'est arrangé pour avoir plusieurs formes qui sont un peu de même type. Donc, ici, on a la famille des poissons, et on a plusieurs poissons. Et ainsi, les élèves ne peuvent pas simplement dire « donne-moi le poisson », étant donné qu'il y en a plusieurs et qui vont devoir à ce moment-là entrer dans les caractéristiques des formes. De plus, nous avons opté pour l'utilisation de formes dans des disques, donc des disques comme support de ces formes, afin qu'il n'y ait pas d'orientation favorisée. Bien. Alors maintenant, donc, on vous a présenté les premières hypothèses concernant les collections, la création de cette collection de formes manipulables, non prototypiques et non nommables. Il va falloir maintenant réfléchir, nous avons dû réfléchir à des tâches qui vont permettre l'utilisation de ces formes et qui vont accompagner éventuellement la rupture identifiée entre le primaire et le collège et faire en sorte que cette rupture soit moins forte. Donc on a conçu plusieurs tâches, on va vous en présenter 3 avec les vidéos qui représentent à peu près le mieux l'ensemble des tâches conçues. Donc cette première tâche que je vais vous présenter, c'est la tâche d'encastrement qui est en général la première tâche que l'on donne à faire aux élèves lorsqu'ils travaillent avec ce matériel. Tout ranger, on les mélange un peu, hein. Et Delia, viens là. Arrête de regarder. C'est facile. Oui, je sais que c'est facile. Et comment faire? Pour un collège changer. Oui, mais tu peux. Ça fait déjà l'aventure. Ouais, je peux faire maintenant. Comme ça. Pourquoi ça ne veut pas rentrer? Ah oui, parce qu'il y a un arrondi. Donc voilà, hein, on laisse les élèves avec l'ensemble des formes, on leur dit allez hop, maintenant il faut ranger, donc ils adorent, ils jouent, ils sont tout seuls et vraiment on les laisse découvrir et s'approprier déjà un petit peu le matériel. Donc cette première tâche est assez fondatrice puisqu'en fait on arrive à concevoir un ensemble de différentes tâches, plein de variantes en jouant juste sur les variables didactiques. Donc par exemple là les élèves sont libres d'essayer autant de fois
des assortiments et des encastrements. Donc une des variantes, c'est de leur dire, attention, on vous donne une forme évidée et vous allez devoir trouver la forme pleine qui va s'encastrer et vous n'avez droit qu'à un seul essai. Donc du coup, le fait de limiter les essais va faire qu'ils vont devoir développer une recherche un peu plus pertinente. Donc on va voir ce que ça veut dire. Une autre variante possible, c'est d'ajouter une contrainte de temps. Donc on les met en compétition avec 2 élèves et on leur dit c'est celui qui trouve le premier qui va gagner la forme. Donc là encore, il va falloir que dans leur manière de chercher, ils aient une certaine efficacité pour aller vite et juste. Une autre variante qui va jouer sur une autre variable réside dans le fait que les formes pleines et les formes évidées peuvent être visibles simultanément ou non. Donc c'est-à-dire qu'on peut poser les formes pleines sur une table et les formes évidées sur une autre table. Et on va leur dire, voilà, la forme pleine, je la laisse sur cette table-là, va me chercher la forme évidée qui lui correspond. Et quand il va aller sur l'autre table, du coup, il faut qu'il ait des informations, qu'il mémorise certaines informations concernant sa forme évidée pour aller récupérer la bonne forme pleine qui lui convient. Une autre possibilité, où là on devient vraiment pas très gentil, c'est que non seulement ils peuvent pas les voir en même temps, mais il y en a une des deux qui peuvent plus voir du tout. Donc on leur donne un disque évidé, on leur dit retrouve le disque, la forme pleine qui correspond, donc là c'était l'inverse. On leur a donné 2 disques évidés et on a mis une forme pleine dans un gant et ils ne pouvaient que du coup utiliser l'haptique pour explorer cette forme dans le gant et arriver à trouver auquel des 2 disques elle correspond. Donc là c'est le deuxième exemple. Tu as tes 2 maisons. Laura, les 2 maisons, il faut que tu retrouves cette maison. Alors retrouve en mettant ta main dedans, sans regarder, tu mets ta main dedans. Tu saches laquelle. Dans quelle maison elle va? Alors, tu penses que c'est celle-ci? Allez, on essaye. Alors Mathilde, tu penses que c'est laquelle? Et maintenant, on commence à manger. Moi, je croyais que ça allait avoir le blanc et le blanc. Ben ouais. Donc là, on voit qu'elle est obligée de l'explorer vraiment avec la main. Et puis, quand elle la voit, tout de suite, elle est capable de dire et elle en a un traitement global comme l'a présenté Valentina tout à l'heure. Donc le troisième exemple, là, va différer un petit peu des 2 premiers exemples que je vous ai montrés, puisqu'il s'agit d'une situation de communication. On a vu le lexique, c'est important, même si on s'autorise une grande souplesse dans le lexique à l'école primaire, il y a quand même un moment où il faut pouvoir commencer à développer ce lexique. Donc on a des activités de communication où un élève émetteur, donc qui est l'élève en orange que l'on voit, a 2 formes, 2 disques évidés. Et il doit donner des informations pour que l'élève récepteur lui donne une pièce pleine qui va correspondre à une des 2 pièces évidées qu'il aura choisies ou qu'on lui aura montrées en amont. C'est aussi en don, sauf qu'elle est plus piquante et en pique. Alors c'est celui-là. Oui, celui-là. C'est très fort. Voilà, donc là on voit qu'il y a le langage, mais il y a aussi les gestes qui accompagnent toujours le langage chez les enfants. Donc voilà en gros ce qu'on a construit par rapport au matériel et aux tâches qui l'accompagnent. Donc maintenant on va s'intéresser un petit peu aux cadres théoriques qui nous ont permis d'analyser les différentes observations qu'on a faites de l'utilisation de ce matériel en classe de mathématiques. Alors, dans notre cas théorique, nous reprenons donc les travaux de Duval autour des manières de voir que vous a présenté Valentina tout à l'heure et auxquelles on va ajouter les manières d'agir, de parler et de penser de Bernier. Donc, l'objectif maintenant de la fin de la communication, ça va être de voir comment est-ce que tout ça va pouvoir se mêler et on va un peu vous accompagner dans le fait de pouvoir regrouper tout ça dans un tableau. Alors, les manières, selon Duval, on a les 2 manières de voir, la vision iconique qui est la vision première que les élèves vont développer et qui s'attache à la surface des formes, et la vision non iconique qui, elle, va se détacher de la surface des formes. Et Duval postule que pour entrer dans les propriétés, il est nécessaire que les élèves se détachent de cette vision de la surface, de cette vision iconique, pour entrer dans une vision non iconique. Donc, conjointement aux manières de voir de Duval,
on ajoute les manières d'agir et de parler qui nous permettront de caractériser les manières de penser des élèves sur les objets géométriques. Et cela pour accompagner, on le fait en pensant la rupture, hein, toujours à la fin de l'école primaire et du collège, et de voir comment est-ce qu'on va pouvoir accompagner le fait de diminuer cette rupture là. Pour pouvoir un peu rentrer dans ce tableau et comprendre les enjeux des différentes cases et comment est-ce qu'on va pouvoir caractériser tous ces éléments à l'intérieur, on va commencer par caractériser la partie droite du tableau pour laquelle on a déjà des travaux qui existent. Et on va s'appuyer sur un exemple. Donc voilà un exemple ultra classique d'un problème de géométrique au niveau du collège. Voici une figure qui représente un parallélogramme et un rectangle. Est-ce que les deux droites rouges sont perpendiculaires? Donc, ce que l'on attend des élèves, c'est qu'ils organisent des propriétés. Donc là, par exemple, la propriété du parallélogramme concernant le fait que AB, qui nous permet d'obtenir que AB et CD sont de droites parallèles. On va pouvoir aussi utiliser, par exemple, la propriété du rectangle pour établir qu'on a les droites DE et DC qui sont perpendiculaires. Et finalement, on pourra conclure avec la propriété que si deux droites parallèles, toutes perpendiculaires à l'une et perpendiculaires à l'autre, pour conclure qu'effectivement, les deux droites rouges sont perpendiculaires. Donc là, je vous ai détaillé cette slide, donc je pense que vous aviez tous quel était son contenu, pour qu'on comprenne bien quelles étaient les manières d'agir et de parler pour caractériser cette manière de penser par les propriétés. C'est-à-dire que la manière de parler, elle va s'appuyer sur l'utilisation d'un lexique géométrique très conventionnel et formel dans l'explicitation, par exemple, des propriétés. Et que les manières d'agir vont être surtout sur l'utilisation de démonstrations avec les propriétés géométriques. Bien entendu, cette manière de penser n'est pas la manière attendue à l'école primaire, et donc maintenant il va falloir essayer de caractériser cette manière de penser qui peut être attendue au niveau de l'école maternelle, primaire et maternelle. Nous pouvons dès lors ajouter une nouvelle manière de penser qui serait donc en amont de cette manière de penser par les propriétés géométriques, et que de notre côté nous nommons une manière de penser par les caractéristiques qui définissent plus finement l'état de conceptualisation des objets géométriques à cet âge-là. La dernière colonne, enfin la dernière case qui nous manque, la manière de penser, nous la définissons comme globale, étant donné que déjà de nombreux travaux évoquent cette manière de penser globale que nous reprenons et qui est très facilement identifiable avec les travaux de Duval. Donc maintenant, on va s'interroger à quel est alors le langage qui est associé aux manières de penser globales et par les caractéristiques. Et on va vous présenter maintenant deux exemples pour exemplifier ces deux manières de penser à travers le langage. Voilà. Ah non. Alors dans cet exemple, il s'agit d'une simple tâche d'encastrement, comme vous l'avez vu tout à l'heure, avec une élève de grande section dont vous voyez la main qui va apparaître en bas à gauche de l'écran. C'est surtout ce qu'elle va dire qui va nous intéresser. Jules aussi va chercher les exercices, c'est là-bas. Toi, tu dois prendre de ce côté-là, d'accord? Lauriane. Moi, j'ai trouvé. Super. Alors, quand on a trouvé une, tu la mets de côté. J'en ai trouvé deux. Alors, celle-ci-là, elle est un peu spéciale. T'as vu, ça va pas très bien. Ouais. C'est parce qu'il y a une petite différence entre les deux pièces. T'arrives à voir qu'est-ce que c'est? En fait, là, c'est arrondi. Ouais. Et là, c'est avec des triangles. Ouais, c'est arrondi, puis l'autre avec des triangles. Alors, il faut trouver celle qui est arrondie. Voilà. Donc là, on répète, puisque sinon on n'entend pas bien. Donc ici, l'élève, elle va justifier son erreur. C'est souvent le cas. Les élèves arrivent mieux à verbaliser pour justifier leur erreur que quand ils sont en train de réaliser l'activité. Et là, elle va justifier son erreur en deux formes perceptivement proches, comme vous pouvez le voir ici en haut de l'écran à droite, avec les termes « là, elle est arrondie » et « là, elle a des triangles ». Donc, de notre point de vue, lorsqu'elle évoque les bords
arrondie, elle est clairement en train de convoquer des caractéristiques des formes. Donc elle est plutôt dans une manière de penser par les caractéristiques. Par contre, lorsqu'elle évoque là, elle a des triangles pour l'autre pièce, il est fort possible, alors on a toujours une part d'interprétation, hein, que ce soit la manière de penser globale qui soit plutôt prioritaire, étant donné qu'elle fait la référence à la forme triangulaire. On va regarder un deuxième exemple pour exemplifier les manières de parler. Donc ici, il s'agit d'une phase de mise en commun avec plusieurs élèves de grandes sections où il y a un codage qui a été introduit. Et puis on va voir l'expérimentatrice qui montre les deux codages que vous avez en haut à droite de l'écran pour en discuter avec les élèves. Donc le dé. Alors, je vais lancer un dé, puis je vais demander à Laline de me dire si il sait ce que ça veut dire. Est-ce que tu as une idée de ce que ça veut bien vouloir dire, ça? Il y a un truc, mais ouvert. S'il y a une vague. C'est une vague. David? L'arrondi. Tu l'arrondis. Et si je vous montre celui-ci, alors? C'est une ligne d'animal, exactement. Je vais avoir une forme comme un kayak. Il faut que des traits et il faut avoir un trou. Exactement. Donc dans cette courte vidéo, on peut voir la richesse du lexique utilisé par les élèves de cet âge-là et donc la nécessité d'intégrer la dimension langagière dans nos analyses. Quand on regarde les termes utilisés, donc on a un trou pour la non-convexité, une vague, arrondi, c'est une ligne, tout droit et des traits. En tout cas, c'est ce qu'on a réussi à entendre. Par rapport à ce lexique, pour les deux premiers, c'est-à-dire un trou et une vague, on peut s'interroger sur l'influence de l'orientation du codage qui leur a été montré. Est-ce que le trou ne serait pas devenu une bosse si on faisait subir une rotation au codage sur le dé, ou bien éventuellement la vague ne deviendrait pas un nez si on lui faisait subir une rotation de 90 degrés. Voilà. Donc de ce point de vue-là, il nous semble que l'on peut attribuer au lexique un trou, une vague, plutôt une manière de penser globale, étant donné que l'orientation va venir influencer ce que pense l'élève de cette forme-là, alors que dans les autres termes utilisés, des traits, tout droit, arrondi, ou c'est une ligne, ici on est clairement sur les caractéristiques de la forme, peu importe l'orientation de l'objet qu'on leur montre. Alors on peut, si on cherche à attribuer une manière de parler, quand on se situe au niveau d'une manière globale de penser, on peut dire que le lexique, il est lié à l'apparence, c'est-à-dire ça ressemble à, alors qu'une manière de penser par les caractéristiques, le lexique est plutôt courant et spontané, mais par contre en lien avec les caractéristiques des formes, et pas la ressemblance à. Donc on a identifié quelques manières de parler correspondant aux manières de penser globales ou aux manières de penser par les caractéristiques des formes géométriques. Maintenant, on va essayer de s'intéresser aux manières d'agir que les élèves peuvent avoir selon une manière de penser globale ou selon une manière de penser par les caractéristiques. Donc là, on va vous montrer quelques exemples qui ne représentent pas toutes les possibles chez les élèves. Et pour la prochaine vidéo qu'on va vous montrer, on est dans le même cas que Valentina. On ne pouvait pas flouter le visage puisque justement il faut que vous regardiez le visage de l'élève dans les actions qu'il va faire au cours de cette tâche-là. Donc vous avez 3 extraits vidéo et il faudra regarder l'élève rayer. Donc désolé pour ceux qui ne sont pas présents, qui ne pourront pas voir, et on vous demande de ne pas filmer cette vidéo-là puisque nous n'avons pas les autorisations pour cela pour tout le monde. Donc regardez, ça va aller assez vite, hein. L'élève qui a le t-shirt rayé. C'est là. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. J'ai encore en train de chercher. Bah alors cherche. C'est moi, il y a
Il a raison. Je pense qu'elle va aller ici. Ah bah j'ai oublié. Tu l'aider? Ah non, il va... Ah bah tu l'as mis. Attention, hein. Tu l'avais mise là. On laisse là. Tu la mets Ah oui, là. c'est Tu trop la mets là ou vrai. pas? C'était ça trop. Attends. Donc ça va très vite hein, au niveau de ces extraits vidéo. Donc je remets juste en bas. Pour ceux qui n'ont pas vu du coup, je vais remimer parce que c'est allé aussi très vite. Donc la tâche c'est d'associer le plus rapidement possible une forme évidée et un pochoir. Et donc là ce qu'on voit dans le premier extrait c'est qu'en fait la forme évidée et le pochoir sont dans des orientations différentes. Et donc l'élève se change et pour pouvoir se change de position de telle sorte qu'il peut aller chercher la même orientation d'une pièce que l'autre pièce a. Donc là, on se dit, il a besoin, en fait, pour pouvoir les comparer et s'assurer que ce sont les mêmes, de les regarder dans la même orientation. Ensuite, dans le deuxième extrait, les deux formes sont dans la même orientation. Et là, il a encore besoin de se tourner. Et donc là, ça nous interroge un petit peu plus, parce qu'elles sont dans la même, donc pourquoi se tourner? Et en fait, ça nous éclaire un peu plus dans le troisième extrait, où on pose de façon aléatoire hein, la forme sur la table, et que lui, hop, directement, il la tourne. Donc là, ce qu'on suppose, c'est que lui, ce qu'il cherche à avoir, c'est une configuration particulière, une orientation particulière des formes avec un bord horizontal. Parce que quand il se retourne, c'est aussi pour aller chercher cette configuration particulière avec un bord horizontal qui nous fait écho au triangle isocèle posé sur sa base, hein, l'aspect horizontal qui reste toujours très fort. Et que donc cet élève-là, quand il travaille sur les formes, ce qu'il a besoin, c'est de les voir dans une orientation particulière. Et donc cela nous amène à dire que ça exemplifie une manière d'agir liée à une manière globale de penser les formes, parce que c'est vraiment la globalité de la forme qui l'intéresse, par en plus une orientation particulière. Soit il obtient cette orientation en déplaçant la forme, soit en se déplaçant lui-même. Alors, une manière d'agir qui pourrait illustrer une manière de penser par les caractéristiques. Donc là encore, on a un exemple qui n'illustre pas l'ensemble hein, des manières d'agir dans ce cas-là. Donc on est là encore sur une tâche d'association d'une pièce évidée avec une pièce pleine. Toujours la même chose. Par contre, on a changé d'espace. On est dans la salle de motricité avec des pièces un petit peu plus grandes puisque les disques font à peu près 1,80 m de diamètre. Donc, elles sont bien plus grandes que les élèves. Et donc là, les élèves, donc les deux élèves qu'on voit, ont trouvé une forme pleine qui va peut-être correspondre à la forme, au disque évidé qui est juste en face d'eux. Et on va se questionner sur est-ce que c'est la bonne forme ou pas qui correspond. Donc on n'a pas de son parce qu'on n'a pas besoin d'écouter, on a surtout besoin de regarder les gestes et les actions qu'ils vont faire. Et regarder surtout le garçon en bleu, c'est lui qui nous intéresse, et pas trop le garçon gris qui bouge un peu trop. Donc là, ce que l'on voit avec le garçon en bleu, hein, donc effectivement, les deux formes qu'ils avaient décidé d'associer, ce ne sont pas les formes qui vont ensemble. Et il y a une caractéristique qui diffère entre les deux et qui correspond au bord qui rentre et qu'on retrouve dans les deux formes. Parce que la forme en fait que moi je tiens, l'élève le montre bien par son geste, elle est formée par une ligne brisée, alors que la forme qui est par terre, ce bord qui rentre est une ligne courbe. Et on voit bien qu'il fait un geste continu pour la ligne courbe et la ligne brisée qu'il la démontre avec un geste, avec une cassure. Donc c'est un exemple qui illustre une manière d'agir par l'utilisation de gestes liés à certaines caractéristiques, en tout cas là la caractéristique qui permettait de distinguer les deux formes que l'on avait proposées. Bien, alors à ce stade, on a exemplifié un peu ces différentes manières de penser, mais bien évidemment qu'il
il serait important de quand même considérer des cas de figure où les élèves ne sont pas uniquement dans une manière de penser. En effet, quand on va en classe, il n'est pas rare d'observer, selon les tâches, des élèves qui font des va-et-vient en différentes manières de penser, de manière globale et par les caractéristiques. Donc on va vous donner un exemple maintenant qui décrit ce qu'on voit fréquemment dans les classes lorsque les élèves décrivent des pièces. Donc là, on va décrire la pièce qui est située en haut à droite de la dia. C'est donc quelque chose qui ressemble à un poisson. Donc ce que va dire l'élève ici, ça ressemble à un poisson avec un nez plat et un corps arrondi. Donc on voit ici que dans une simple phrase pour décrire une des formes de notre collection, il y a vraiment un va-et-vient entre les deux manières de penser si on regarde le lexique utilisé. Donc pour cette raison, nous avons eu la nécessité d'introduire une manière intermédiaire de penser les objets géométriques entre la manière globale et par les caractéristiques que l'on a nommées hybrides et que nous illustrons à travers ces petits schémas qui illustrent les relations spécifiques que l'on va avoir dans ces différentes manières de penser. Donc, par exemple, on a le poisson pour la manière de penser globale, où il n'y a pas de relations spécifiques qui vont être impliquées, alors que dans la manière de penser par les caractéristiques, on va avoir des relations qui vont être fragmentaires, mais qui vont bien être présentes. Ici, on a fait des représentations avec des formes non convexes, convexes, courbes, planes, etc. Donc, elles ne sont pas pleinement considérées comme ce serait le cas lorsqu'on se situe dans une manière de penser par les caractéristiques, mais on a des relations qui sont impliquées à ce stade. Et puis, on a un intermédiaire quand on est dans une manière de penser plutôt hybride. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter 2 vidéos où les élèves mobilisent une manière hybride de penser les objets géométriques. Alors, dans cette vidéo, c'est une situation de communication qui se déroule en cours préparatoire. Il y a une élève, l'élève émetteur, qui va devoir décrire une pièce à un élève récepteur qui va devoir retrouver cette pièce parmi les pièces disposées sur la table. Donc, au moment où la vidéo va démarrer, l'élève émetteur a déjà fait sa description, l'élève récepteur a déjà choisi la pièce, mais elle va vouloir vérifier un élément avant de vérifier si c'est bien la bonne pièce qu'elle a sélectionnée. Donc, on en est à cet endroit-là dans la vidéo. Est-ce qu'il y a en bas, c'est un peu... D'un côté, c'est pas très tiré sur le côté et d'un côté très tiré. Répète, chaque si on... Non, attends, j'ai pas compris moi non plus. Tu vois, vers le bas, c'est quoi le bas? Comment tu sais comment il est le sien? C'est le bas que toi t'as choisi, mais il est... Toi, t'aimerais vérifier quoi? Ça, ce bout-là, t'aimerais? Du côté, là, il y a une sorte d'arrondi, mais avec des points. C'est l'arrondi. C'est où l'arrondi? La tête du poisson. Et l'arrière du poisson, il y a un côté qui tire beaucoup un peu. Et... Alors, c'est oui ou non? Oh! Oui. Alors ici, ce qu'on peut voir dans cet extrait, c'est que l'élève ne semble pas s'autoriser à utiliser la référence au poisson. Alors que finalement, si on avait une vue d'ensemble sur l'ensemble des pièces disponibles, le poisson ne figure... Il n'y a qu'un seul poisson, enfin qu'une seule pièce qui ressemble à un poisson. Donc il serait bien plus économique pour cet élève de directement faire référence au poisson. Donc on voit bien qu'elle pense à ça, mais qu'elle ne le fait pas. Donc c'est probablement pour des raisons contradidactiques. Ça, c'est encore autre chose, qu'elle n'utilise pas cette référence. Mais c'est pour montrer que dans ce cas de figure, l'élève, il devrait utiliser une vision hybride. C'est-à-dire qu'il va d'abord faire allusion
à la pièce qui ressemble à un poisson, et ensuite, dans cette pièce qui ressemble à un poisson, je vais m'intéresser à la queue, et maintenant, je peux demander si ma queue, elle est symétrique ou pas. Alors évidemment qu'ils n'utilisent pas du tout ces termes, hein, c'est tiré d'un côté plus que de l'autre, etc. Mais voilà, ici un exemple où l'élève est amené à utiliser les deux manières de penser, globale et hybride, mais de manière tout à fait intéressante. C'est-à-dire que si elle ne le faisait pas, ce serait peu économique. Un deuxième exemple ? Non, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Bien, on passe à la conclusion. Vous verrez pas. Alors, la conclusion, si on revient sur le départ de notre recherche et l'objectif qu'on avait, c'était est-ce que ce serait possible d'intervenir dès la maternelle pour espérer agir et réduire la rupture qui est pointée entre le passage de l'école primaire à l'école au collège. Et pour ça, on a travaillé sur un matériel spécifique qui s'appuie donc sur un artefact avec des formes manipulables, non prototypiques et non nommables, avec des tâches aussi particulières. Donc ce qu'on a vu, c'est que nos expérimentations montrent que ce pari, il est possible parce que les élèves ont effectivement su développer une manière de penser par les caractéristiques qui s'ajoutent à la manière de penser globale, qui est la manière de penser première des élèves. Mais ce qu'on voit surtout, c'est la mobilité entre ces deux manières de penser et les objets géométriques. Et c'est effectivement cette manière de penser qui joue un peu avec les deux manières de penser qu'on a appelé la manière de penser hybride, qui nous semble être très pertinente à développer chez les élèves de primaire. Et finalement, quand on regarde un petit peu plus loin, parce que maintenant on est avec des élèves un petit peu plus âgés, on continue à développer ce matériel-là et on voit qu'effectivement, il y a encore du potentiel, même encore chez les plus grands, et qui peut nous laisser tout à fait optimistes pour la suite des élèves qui auraient éventuellement travaillé avec ce matériel-là. Nous vous remercions de votre attention. Donc s'il y a des questions. Oui. Une première question, une remarque. Vous dites qu'effectivement, naïvement, on pense que les triangles, c'est plus facile, enfin certains en tout cas, pensent que les triangles, c'est plus facile à reconnaître que le rectangle, par exemple, ou le carré. Je pense que pour les rectangles, c'est un petit peu la même chose, à condition qu'on donne des rectangles très allongés et des rectangles très carrés. Donc voilà, c'est tout ce que... On a exactement la même observation. Les rectangles très allongés ne sont pas des rectangles, ce sont des barres. Peut-être une question sur votre matériel. C'est du matériel qui peut se retourner, c'est-à-dire que l'évidement est fait sur un matériau qui a le même aspect des deux côtés. Est-ce que vous avez testé avec un aspect différent ou est-ce que vous avez pensé à ça? Peut-être que je m'explique un tout petit peu, mais parce qu'on constate en général qu'il y a un problème dans les encastrements, un problème de retournement, une obstruction à retourner les pièces pour les mettre dans la bonne configuration. Donc est-ce que vous avez constaté ces problèmes-là? Est-ce que vous avez étudié aussi ce qui se passait en mettant la forme dans le mauvais sens sur la table? Est-ce que ça a joué dans la reconnaissance des élèves? Alors juste oui, pour aller dans votre sens, et après Céline va compléter. Effectivement, les élèves pensent pas forcément à retourner les formes et du coup, il se trouve qu'ils invalident une association parce que ça rentre pas, alors que c'est juste parce qu'il faudrait qu'ils la retournent. Donc on pourrait distinguer les deux faces et mettre une couleur différente sur les deux, ce qu'on refuse de faire, que Céline va vous expliquer. Alors au fait, parmi les caractéristiques qu'on travaille avec ces formes, donc vous avez bien vu courbe, droit, convexe, non convexe,
éventuellement le nombre de côtés, mais qui n'est pas prioritaire chez les élèves de la maternelle. Mais on travaille aussi sur symétrique, non symétrique, puisqu'on a tout un tas de pièces qui sont non symétriques. Et ça s'attrape justement par le retournement. Donc même si au départ, le retournement ne se fait pas, comme ça vient d'être évoqué, on part du principe qu'il y a une fois où ils vont le faire. Et c'est à ce moment-là qu'ils découvrent, en acte, simplement, le retournement. Et puis plus tard, donc là on travaille avec des élèves de CE2, CM1, là on verbalise beaucoup, c'est-à-dire qu'on va leur demander de classer avec toutes les formes qu'on peut emboîter des deux côtés ou celles qu'on ne peut emboîter qu'à partir d'un côté. Et on va travailler sur ces aspects de la symétrie. Donc d'abord on part du principe qu'ils vont le vivre sans le comprendre et peu à peu on va le verbaliser avec les élèves au fil de l'école primaire. Bonjour, moi j'ai beaucoup apprécié la conférence. Alors j'ai une question qui est sans doute un peu hors de propos, mais quand on fait des mathématiques au niveau supérieur, en géométrie, en analyse, on a aussi deux approches, locale et globale. Globale où on voit par exemple les surfaces dans leur intégralité, avec la convexité ou des propriétés comme ça, et puis des études locales où on regarde ce qui se passe localement. Et je suis frappé de voir qu'à la maternelle, déjà, on a ces deux approches. En fait, nous aussi, au début, on pensait que c'était pas possible, mais alors je ne sais pas si vous vous rappelez le premier exemple que je vous ai montré de tâches où c'était de l'encastrement libre et où les élèves étaient tous les deux. Il y en a un qui dit c'est facile, c'est facile. C'était la première fois qu'ils utilisaient le matériel et il y a l'élève, il essaye, il fait ça rentre pas, pourquoi ça rentre pas? Ah bah oui, il y a du courbe. Donc il y a du courbe. Ça faisait 2 minutes qu'il avait le matériel et c'était en moyenne section. Et donc très rapidement, ils sont capables de convoquer ce regard-là. Donc il ne faut pas hésiter, chez les tout petits, à l'utiliser et à leur demander de l'invoquer. Oui, j'ai été assez surpris par les résultats donnés pour CM et CE2, où il y a si peu d'élèves sur 17 qui réussissent à entourer les triangles et seulement les triangles. Alors, je me suis demandé si c'était justement un effet d'enseignement qui précède en Suisse ou pas, parce que j'ai fait ce type de travail CP en France et je n'ai pas observé ce phénomène et les triangles avaient des formes tout à fait différentes. Et alors, voilà, est-ce qu'il y a un effet culturel par derrière ou pas, ou bien une classe très particulière qui a eu un enseignement très particulier? Je suis surpris. Alors, bon, on ne va pas pouvoir répondre de manière certaine, mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que notre première copyrelm sur cette recherche avait pour objet d'étudier différents manuels autour de la reconnaissance de forme à la maternelle. Et donc, on a comparé différents manuels français de France et puis de Belgique, et évidemment ceux de Suisse romande qui est unitaire, étant donné qu'on n'a qu'un seul moyen d'enseignement en Suisse romande pour les mathématiques. Donc on a pu constater qu'il y avait des tâches qui étaient différentes. Mais quand même, au niveau de la maternelle, les tâches sont relativement similaires. Les types de tâches sont relativement similaires. Donc de ce point de vue-là, ça se justifie pas. Après, c'est sûr qu'on n'est pas dans les classes pour voir quelles sont les activités les tâches que les enseignants sélectionnent parmi l'ensemble des possibles. Après, on a beaucoup d'enseignants qui vont chercher chez nous des tâches dans les manuels français pour la géométrie, étant donné qu'on a très peu d'activités en géométrie, bien que celles qui sont proposées sont proches de celles qu'on trouve en France. Donc, ce n'est pas impossible que les enseignants utilisent des choses qui viennent de chez vous, et donc ça ne se justifie pas non plus. Hein. Voilà. Alors moi, c'est une réponse comme une autre. Moi, je vais compléter en disant que les études chez les 4-5 ans, il y en a plein, pour dire que le triangle n'est pas reconnu. Donc nous, on n'a fait que d'avoir des tests qui confortaient les études qui existaient déjà en psychologie. Par contre, on s'est posé la question de est-ce qu'on remet cette même tâche dans nos tests avec les grands? C'est bon, le triangle, ça va être connu. On a dit, il existe, on le met. Ça ne va pas nous prendre du temps et ça s'analyse très vite. Et quand on a vu les résultats, on a été les premières surprises de se dire, ah ben mince, en fait non, quoi. Ils ne connaissent toujours pas. Et il ne me semble pas qu'il y ait beaucoup de travaux qui concernent justement cette tranche d'âge, parce qu'on se dit, c'est bon, ils ne savent pas quand ils sont petits, mais on leur apprend suffisamment vite
le triangle c'est 3 côtés, le triangle c'est 3 côtés, le triangle c'est 3 côtés, c'est bon, ils savent, ils ont compris, et on ne revient pas là-dessus. Sûrement que quand ils seront plus grands, ils l'ont compris. Visiblement, il y a un implicite qui fait que c'est peut-être pas si clair. Oui. Bonjour. D'abord, merci beaucoup. François Préinas, je suis EN dans la Somme. Merci beaucoup pour cet apport. En dehors du fait, je fais une petite remarque sur ce que vous venez de dire. Moi, j'ai enseigné pendant plusieurs années en lycée et les élèves avaient plutôt tendance, c'est une expérience personnelle, à tracer des triangles rectangles. Mais que des triangles rectangles quand on leur demandait un triangle. Bon, voilà. Juste, comment on peut faire pour... parce qu'il y a une question d'orientation. Comment on peut faire pour que, quand on oriente un carré avec les axes de symétrie qui passent par les sommets horizontaux et verticaux, que les élèves ne disent pas systématiquement que c'est un losange? Voilà, c'est une question problème. Le carré posé sur la pointe devient losange. Voilà. C'est ça que vous dites. C'est ça. Ça, chez les petits, c'est très fort et c'est ce que Valentina a expliqué avec... donc tu me complètes ce que Vanille dit aussi, c'est que le carré n'est pas rectangle, le rectangle n'est pas carré, et le losange n'est pas carré, le carré n'est pas losange. Et un losange qui n'est pas posé sur une pointe n'est pas un losange. Et un carré qui est posé sur une pointe n'est plus un carré, il devient un losange. C'est ça. Et chez les petits, c'est extrêmement fort par rapport à cette vision globale qu'ils ont et qu'eux, ils ne sont pas capables de se détacher de ce qui compose la forme. Et que le losange est toujours posé sur la pointe. Quand c'est posé sur la pointe, c'est un losange. Et dans ce sens, je n'ai pas encore posé la question Jantaz, mais ils disent que les axes de symétrie des figures, leur position par rapport au corps de la personne qui les observe ont une influence importante. Et donc, on pourrait émettre l'hypothèse que, une fois qu'on tourne ce carré, ce sont d'autres axes qui sont mis en évidence et ce sont les axes qui évoquent le losange et non plus le carré. Donc, c'est par rapport à la position des axes de symétrie de la figure, lorsqu'elle en a, et en relation avec le corps de l'enfant, de l'élève, de l'individu qui les observe. Donc, Jantaz touche à cet aspect, je n'ai pas parlé, mais voilà, il y a cette influence-là. Toujours en pensant à la modalité visuelle. Merci. On a le temps pour 2 questions, je pense, encore. Découpe laser. Donc, là, actuellement, on l'a fait sur du plexiglas, mais au fait, c'est plus coûteux, ça se casse facilement, et puis c'est effectivement un peu pointu. Donc là, on le fait avec du bois, vraiment à moindre coût, et avec une découpe laser. Merci beaucoup. Merci.